Alors, nous allons maintenant recevoir 2 représentants du mouvement ATD Quart Monde. Alors, je reconnais Madame Micheline Tiarlot, qui est accompagnée de quelqu'un d'autre que je vous laisse nous présenter. Et je m'appelle Francisco Chiazua. Chiazura. Voilà. OK. Et je veux vous mentionner, nous voudrions vous mentionner les 3 parties que nous allons, dans lesquelles nous allons diviser notre intervention. Dans une première partie, nous allons nous présenter. Dans une deuxième partie, Micheline va présenter les fonds de sa pensée. Micheline, c'est quelqu'un qui a vécu, qui vit la pauvreté, qui lutte contre la pauvreté. Et dans une troisième partie, quelques idées fortes du mémoire que nous vous avons transmis à l'occasion. Parfait. Est-ce que vous croyez que 10 minutes seront suffisantes? Nous nous avons préparé pour. Merci beaucoup, on vous écoute. Nous nous sommes préparés, pardon. Alors, Micheline, tu veux te présenter? Bonjour, merci de me donner la parole. Je suis une militante du mouvement ATD Quart Monde. Et être militante du mouvement, ça veut dire que je m'associe avec d'autres pour lutter contre la pauvreté. Et moi, je m'appelle Francisco Chiazua, je suis allié du mouvement ATD Quart Monde. ATD, agir tous pour la dignité. ATD Quart Monde est un mouvement international, c'est la présentation des mouvements très bref, qui cherche et expérimente des façons de s'attaquer aux causes de la pauvreté. Nous, membres du mouvement ATD, Agir tous pour la dignité, ATD Quart Monde, menons des actions de terrain qui apportent la culture et le partage des savoirs dans des quartiers très pauvres et provoquent la rencontre entre personnes des milieux différents. Micheline, est-ce que tu voudrais donc présenter au commissaire les fonds de ta pensée, ce que tu voudrais transmettre à partir de ton expérience, de ton vécu et ta lutte contre la pauvreté, de ton vécu dans la pauvreté et ta lutte contre la pauvreté? Pour commencer, je voudrais vous dire que le savoir des plus pauvres, par son expérience, doit être pris en compte. Nous, dans le mouvement, nous nous rassemblons à l'Université populaire du mouvement d'ATD Quart Monde. Il s'agit d'un point de rencontre pour mélanger les couches sociales de la société, pour faire connaître nos savoirs et nos idées. Nous nous rencontrons à l'Université populaire chaque 2 mois et demi. Je sais que les plus pauvres sont prêts à s'investir pour changer les choses. Ils veulent mettre tout en place pour que l'exclusion et la pauvreté cessent. Je considère que les décideurs politiques doivent être conscients que leurs méthodes mises en place ne fonctionnent pas. Alors, ils doivent changer leurs méthodes. Par exemple, leur méthode d'avoir oublié de mettre sur place des logements sociaux, soit des logements subventionnés, ou leur méthode qui a comme résultat le fait qu'ils ont oublié d'associer les plus pauvres avec différents organismes de l'État, ou de les associer avec d'autres organisations sociales afin qu'on respecte nos droits fondamentaux. Par exemple, quand j'étais expulsée de mon logement, il n'y a pas eu une bonne communication avec moi comme personne expulsée. Et je me suis trouvée dans des situations très difficiles à cause de ce manque de communication et à cause de ce manque d'appui de la part des organismes qui appartiennent à l'État. Alors, il faut que les agents de l'État ou les intervenants prennent en compte notre opinion, notre avis, quand il s'agit de prendre des décisions
qui vont affecter nos propres vies. Il faut donc me permettre de participer avec vous, les intervenants, quand vous prenez des décisions qui me concernent. Je considère que mon implication, ma participation dans cette consultation, je la trouve essentielle parce que j'ai un savoir et une expérience de vie. J'ai eu plusieurs tentatives de mise à la rue et quand je trouvais un logement, celui-là était insalubre. Alors, j'ai fait des demandes à la ville pour vérifier le logement en leur disant qu'il était insalubre. Et ils venaient vérifier et ils montaient un dossier. Mais à la fin, ça donnait rien et je devais alors recommencer pour trouver un autre endroit salubre pour pouvoir vivre. Je pense que seuls, nous ne sommes pas capables de nous en sortir de la pauvreté. Il faut s'associer, il faut s'y mettre ensemble. En même temps, la ville, les services sociaux doivent s'associer avec la personne qui lutte contre la pauvreté. Ils ne doivent pas prendre des décisions sans nous consulter. C'est pareil pour les décideurs politiques. Ils ou elles ne doivent pas prendre des décisions sans nous consulter. Je dis à vous tous, n'attendons pas le bonheur pour les familles. Créons-le, provoquons-le. Voilà, c'est le fond de la pensée, la sienne de Micheline. Et finalement, pour terminer, et 3 idées fortes du mémoire que nous avons transmis. Premièrement, la lutte contre l'extrême pauvreté ne peut plus être pensée et mise en œuvre sans les personnes qui y sont confrontées. Au Québec, la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, ou les plans d'action pour la solidarité et l'inclusion sociale, mentionne aussi l'importance de la participation des personnes en situation de pauvreté. Cependant, encore aujourd'hui, de nombreux projets ayant un impact direct sur les conditions de vie concernant, par exemple, l'insécurité alimentaire, l'aménagement urbain, la santé mentale, l'alphabétisation ou ceux qui nous occupent aujourd'hui, les personnes qui sont dans l'itinérance, excluent leur contribution, la contribution des personnes confrontées à l'extrême pauvreté. Deuxièmement, pour en finir avec l'extrême pauvreté, provoquer la rencontre des savoirs. Et j'ai fait une citation d'un militant ou d'une militante qui participe à l'université populaire qui mentionnait Micheline, et cette personne dit, même si on est sur l'aide sociale ou au chômage, même si on est dans une situation précaire, on peut apporter des choses aux autres. C'est pas toujours les personnes qui ont 52 diplômes qui peuvent apporter des affaires. Aussi, les personnes qui n'en ont pas et qui ne savent pas ni lire ni écrire. Et troisièmement, pour en finir avec l'extrême pauvreté, ne plus se priver de l'intelligence et du savoir des personnes qui y sont confrontées. En réunissant les conditions pour un dialogue entre des personnes confrontées à l'extrême pauvreté et des professionnels ou des universitaires, il est possible de construire, de co-construire des nouvelles pratiques et des connaissances pour interroger nos actions et nos politiques actuelles, pour les rendre plus cohérentes, plus respectueuses et plus efficaces. En adoptant les structures de décision pour y intégrer la contribution des personnes confrontées à l'extrême pauvreté, en s'appuyant sur leur expérience de vie, sur leur analyse et sur les connaissances, on s'assure que les politiques adoptées par l'ensemble de la population n'oublieront personne. Il y a 3 recommandations pour terminer. La première, provoquer la rencontre entre personnes des milieux différents, c'est-à-dire mieux financer les projets de participation citoyenne et d'éducation populaire qui priorisent l'implication des personnes en situation d'extrême pauvreté. Encourager le développement dans les dialogues dans les écoles, les quartiers, les institutions et assurer leur capacité à faire une place à tout le monde. Deuxièmement,
dialoguer pour mieux se comprendre, interroger nos pratiques et nos politiques à partir du savoir d'expérience de la pauvreté, impliquer des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté dans la formation des professionnels, encourager et soutenir la création de lieux de réflexion et de décision qui impliquent des personnes en situation d'extrême pauvreté dans les institutions, les universités et les lieux de décision. Et finalement, 3, combattre les préjugés et la discrimination. Alors, mener une vaste campagne de lutte contre les préjugés envers les personnes en situation d'extrême pauvreté dans les écoles, les institutions et auprès de l'opinion publique, impliquer des personnes qui sont touchées par ces préjugés dans l'élaboration des outils dynamiques et interactifs. Faire un état des lieux de la discrimination en raison de la condition sociale pour mieux la combattre. Et finalement, penser les lois et les programmes à partir de leur impact sur les personnes les plus vulnérables et non à partir des idées fausses largement répandues dans l'opinion publique. Mais tu voudrais dire quelque chose pour terminer, n'est-ce pas, Micheline? Ce que je rajouterais, c'est que trop souvent, nos droits fondamentaux sont pas respectés. C'est la répétition de retomber dans la pauvreté. Et c'est mon expérience de vie. J'aime bien la phrase que tu as mentionnée, que tu as dit à la fin ici. J'aime beaucoup ça que tu as. N'attendons pas le bonheur pour les familles, créons-le, provoquons-le ensemble. Voilà, merci. Ça pourrait être un slogan pour la ville de Montréal ou pour chacun de nos quartiers ou pour... Je voulais vous dire que dans le cadre de cette consultation, on a tenu vraiment très à cœur à rencontrer les gens qui sont ceux et celles qui ont le plus d'expérience de ces situations. Et c'était aussi dans le mandat que la ville nous a confié. Elle souhaitait qu'on le fasse. Nous l'avons fait et nous allons continuer de le faire encore jusqu'à demain. Et nous avons bien écouté ce que ces personnes avec cette expérience de précarité, soit derrière eux ou encore dans leur vécu, nous ont dit, et nous avons l'intention absolument de que ces recommandations fassent partie de notre analyse de manière très serrée. Je voulais vous en assurer. Vous parlez aussi d'une vaste campagne de sensibilisation. C'est revenu souvent. Est-ce que vous avez une idée d'une manière dont on pourrait, dans une campagne de sensibilisation, faire baisser des préjugés et créer, un peu comme le disait une des intervenantes, un peu plus d'amour et de dignité en face de ceux et celles qui sont les plus précaires de notre société? Avez-vous une idée d'une campagne? Avez-vous déjà pensé à ça? Moi, quand je raconte mon histoire à des gens qui ont des grands préjugés sur la pauvreté, leur attitude change parce qu'ils voient comment mes droits fondamentaux sont brimés dans mon histoire. Et alors, à propos de la dignité, vous avez mentionné là le mot dignité. Et dans le mouvement ATD Carmonde, Agir tous pour la dignité, c'est très important. Nous avons la conviction, et je pense que vous aussi, que quand on agit, quand on met différentes actions, quand on développe des politiques publiques, c'est pas pour arriver à avoir la dignité, parce que la dignité est implicite dans chaque être humain.
Donc, il faut plutôt respecter ces dignités. Et bon, les préjugés font qu'on ne respecte pas, qu'on ne met pas en valeur ces dignités qui est dans ça, chacun et chacune d'entre nous, peu importe la couleur des peaux ou les religions ou les genres. Voilà, on est des êtres humains. Et oui, vous demandez de quelle manière. Nous avons produit des fiches que vous trouverez sur notre site internet du mouvement ATD Quart Monde, 3 fiches avec des données basées, des statistiques Canada, des instituts de recherche, et qui démontrent pourquoi ces préjugés doivent être déconstruits, et qui montrent que c'est pas vrai, tous ces gens de préjugés, que nous, les citoyens, citoyennes, en ont, et parfois, il y a des hommes ou des femmes politiques qui l'ont aussi, et qui parfois se trompent dans leurs décisions qu'ils prennent à cause de ces préjugés. Judy? Pouvez-vous dire quelques mots sur l'Université populaire? Est-ce que c'est votre organisme qui l'organise? Comment ça marche? Oui, Micheline, tu veux parler un petit peu, et tu l'as mentionné là, c'était assez intéressant quand tu parlais des couches. L'Université sociales. populaire, c'est des gens de toutes les couches de la société qui se mettent ensemble, qui écoutent la réalité des plus pauvres. D'accord. C'est la priorité est aux plus démunis dans l'Université populaire. Puis de nos histoires, les intervenants, ils changent leur attitude. Et ça, ça nous donne beaucoup d'espoir. Ça, c'est un exemple de pratique à l'Université populaire Quart Monde. C'est un lieu d'apprentissage où chaque personne est à la fois enseignante et apprenante. Donc, il y a comme dit Micheline, j'ai beaucoup aimé quand elle disait là des couches. On se mélange là, différentes couches sociales de la société pour apprendre les uns des autres, mais surtout pour écouter ces savoirs d'expérience qui ont les personnes qui vivent la pauvreté, la personne itinérante ou la personne qui est à l'aide sociale. Et donc, c'est ces lieux d'apprentissage. Et comme vous voyez, dans nos mémoires, on prend énormément de sources à partir des universités populaires qui ont lieu dans notre siège du mouvement chaque 2 mois et demi durant l'année. Donc, il y a 3 ou 4 universités populaires durant l'année. Vous êtes invités par ailleurs. Beaucoup de participants? Oui, il y a toujours une vingtaine, une trentaine de participants, ça dépend le thème. Et il y a des belles discussions et des belles réflexions, oui, tout à fait, pendant 2 heures ou 2 heures et demie, si je ne me trompe pas. Monsieur Leclerc. Puis on se rassemble des gens de tous les coins du Québec. OK. D'abord, je veux juste vous remercier pour votre présence, Micheline, mais aussi vous féliciter comme organisation parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui parlent au nom des gens, dans ce cas-ci, qui vivent la pauvreté et vous êtes très cohérent en invitant Micheline et merci Micheline de venir. En page 8 de votre mémoire, vous utilisez le terme maltraitance institutionnelle. Oui. Est-ce que vous pouvez l'illustrer davantage, le définir davantage? Oui, mais pour mettre en contexte, ça fait partie d'une étude, d'une recherche participative internationale qui a fait le mouvement ATD Quart Monde avec l'université d'Oxford dans différents pays du monde. Et donc, la pauvreté n'est pas qu'économique, vous le savez bien, et la pauvreté multidimensionnelle. Et une des dimensions de la pauvreté est la maltraitance institutionnelle. La non-reconnaissance, par exemple, vous êtes pauvre, alors vous savez rien de quoi vous venez nous parler ici. Ou la maltraitance institutionnelle, dans le sens que quand la personne va devant le guichet, les préjugés font parfois que la personne qui est derrière le guichet, qui représente la municipalité ou l'État, va maltraiter la personne. Son opinion ne vaut pas la peine. Son expérience ou sa souffrance, il y a une méconnaissance de la personne en situation de pauvreté. Donc, il y a des maltraitances institutionnelles par ces manques de respect, par ces manques de mettre en valeur la personne qui vit la pauvreté. Ou l'aide sociale. On a des préjugés. Les gens qui reçoivent l'aide sociale avec $802,
Ils vivent suffisamment, mais on sait bien que non, qu'on aurait besoin, les MPC, les paniers de consommation nous dit qu'on aurait besoin de $2,000 par mois et pas de $802 par mois. Bon, bref, alors on dit, pourquoi les donner plus d'argent? Ils vivent très bien avec $802. Écoutez, moi, je n'ai pas de questions, sinon que j'ai beaucoup aimé ce graphique, que j'ai trouvé. Vous aussi, je l'ai trouvé très clair. Je vais inviter tous ceux et celles qui nous écoutent en ligne ou qui sont dans la salle à aller consulter le mémoire d'ADT Carmonde et il explique ce graphique à la fois ce qui pèse sur les épaules des gens en extrême pauvreté et comment on peut comment on peut impulser une autre énergie pour faire des politiques publiques qui ont un peu plus de pouvoir et de leur donner de la capacité à avoir une vie plus semblable à celle qu'ils désirent. Je trouve ça vraiment bien fait. Ces recherches se trouvent, une recherche participative que je viens de mentionner, se trouve sur le site internet des ATD Carmonde. Et là, on va trouver même une petite vidéo de 400 minutes qui fait le résumé de cette étude, de cette recherche participative avec l'Université d'Oxford. Je me permets très rapidement, justement, dans le sens de... Vous faites référence aux recherches participatives, puis j'aurais aimé échanger, mais je vais quand même les nommer parce que dans ces recherches participatives-là, vous avez identifié 3 dimensions centrales de l'expérience de la pauvreté. Et je trouve que c'est très inspirant et je me permets de les nommer. 1, la dépossession du pouvoir d'agir. 2, la souffrance dans le corps. Et 3, le combat continu nécessaire pour survivre. Et bon, juste là-dessus, il y aurait sûrement un très bel échange, mais je voulais quand même le nommer parce que c'est des beaux... c'est inspirant, puis ça porte à réflexion. Je vous remercie à vous deux. Merci à vous pour votre intérêt. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre une petite minute et accueillir notre prochain intervenant. Merci.